Ça, ce sont les premiers films de Christopher Nolan. Non, ça, ce sont les vrais premiers films de Nolan. 3 courts-métrages sortis en 89, 95 et 97. Pour les réalisateurs, c'est un passage quasi obligatoire. Quand t'es en école de cinéma, un jeune étudiant qui galère à finir ses fins de mois, le but est de rapidement se faire repérer. L'avantage de ce format pour nous, les spectateurs, c'est qu'on voit directement ce qu'est capable de faire le réal avec un petit budget et surtout sans la moindre ligne, la moindre limite imposée par les producteurs. Toutes leurs idées sont retranscrites sans être altérées par des boîtes de prod. Parfois ça fonctionne tellement qu'on retrouve plus tard une version long métrage, ça a été le cas pour Whiplash de Damien Chazelle. Et ce qui est incroyable avec ces premiers films de Nolan, c'est comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a rien au-dessus de sa tête pour lui imposer des limites. Lui dire oui mais attends faut que les gens comprennent, non, c'est du Nolan pur. Même s'il n'est pas seul à les avoir tous réalisés. C'est expérimental, complexe, avec un budget ridicule mais si bien réalisé. Parlons de Tarantella, on est en 89, Nolan n'a alors que 19 ans, le film est diffusé sur Image Onion, une branche spécialisée dans le jeu vidéo de la chaîne PBS. Le film met en scène un tas d'idées que l'on retrouvera plus tard dans des grosses productions du réalisateur. Il est certes extrêmement compliqué à comprendre, mais on remarque plusieurs thèmes récurrents de ses films à venir. Il met en scène une personne en train de dormir qui se réveille brusquement et va vivre un enchaînement d'événements étranges, alimenté par plusieurs flashs, le tout avec une musique inquiétante et un montage contenant énormément de cuts. Des images cauchemardesques, on semble être coincé entre le rêve et la réalité, et c'est justement le but du récit, car on remarque à la fin que notre protagoniste ne s'était jamais réveillé, on était tout simplement dans sa tête. Faisons un bond de plusieurs années, nous sommes en 97 et son troisième court-métrage sort, Doodlebug. Aucune information, aucun pitch, et comme son prédécesseur, aucun dialogue, juste de l'image et de l'interprétation. Encore une fois, un homme dans une pièce sombre et étroite, le tout filmé d'une manière très claustrophobique, il y poursuit quelque chose à l'aide d'une chaussure. Tout le long on se demande ce que c'est, un insecte ou simplement son imagination. Tout sera révélé à la fin, ce qu'il poursuit c'est lui-même, et en l'écrasant il sera aussi écrasé à son tour. L'interprétation qu'on a faite dans ce court-métrage, et surtout c'est ce que je retrouve sur la plupart des critiques, c'est que le pire ennemi de l'homme, peu importe la situation, ce sera toujours lui. La fin de Doodlebug est ce qu'on appelle un plot twist, un procédé utilisé dans énormément de films, surtout ceux de Shyamalan. Le but est de nous laisser croire à divers chemins qui pourraient expliquer ce que l'on voit à l'écran, jusqu'à ce que l'on découvre que le film s'est bien foutu de notre gueule, en nous faisant une révélation à laquelle on ne s'y attendait pas. Évidemment, que ce soit quelque chose d'insensé ou d'extrêmement logique, il ne doit surtout pas être prévisible, sinon ça rend tout le film très ridicule. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de films d'horreur actuels, mais aussi certains films à énigmes. Christopher Nolan est lui aussi un maître du plot twist, même si selon moi il n'en a plus vraiment fait depuis Le Prestige. Dans Le Prestige, qui est de loin mon film préféré de sa filmographie, je ne vous le spoilerai pas parce que si vous l'avez pas vu, d'ailleurs putain mais allez le voir. Donc cette histoire de rivalité entre deux magiciens, tout le long le film nous force à essayer d'expliquer mais putain comment il fait pour traverser cette porte, et le spectateur c'est Hugh Jackman, alias Robert Angers. Son personnage nous représente, avec nous il cherchera tout le long une explication à cette histoire, jusqu'à l'en même défier la réalité. Puis on arrive à la fin, et le plot twist nous envoie une belle claque dans la figure. Pourtant on est habitué, on remonte au premier gros long métrage de Nolan, Memento, qui est mon deuxième préféré, et peut-être selon moi le film qui représente le mieux le style Nolan. Pour faire simple, parce que bordel ce film est un bordel, le protagoniste est amnésique, il perd rapidement la mémoire de tout ce qu'il vit, et Nolan va essayer de nous le faire ressentir à travers ses mises en scène, avec une construction du récit en désordre qui nous force à faire le puzzle nous-mêmes. Tout comme le héros magnifiquement interprété par Guy Pearce, on se demande ce qu'il cherche à accomplir jusqu'au grand final. Maintenant parlons de Larceny. Alors pourquoi j'en parle en dernier alors qu'il est sorti avant Doodlebug, en 95 ? C'est parce que contrairement à ses prédécesseurs qui soit ont été diffusés à la télé ou sont apparus dans un bonus DVD de Following, le premier long métrage de Nolan, Larceny il n'existe pas. Alors oui, il existe, il a sa propre page Letterboxd, mais malheureusement, c'est un lost media. Larceny n'a été présenté qu'au Festival du film de Cambridge en 96. On sait donc que la plupart des acteurs et des membres de l'équipe ont des copies VHS du film, mais personne à ce jour ne les a partagées. Un utilisateur Reddit avait contacté Syncopy, la société de production de Nolan, et il n'a reçu aucune réponse. Je garde quand même espoir qu'un jour ce court-métrage sorte, je suis un petit peu frustré qu'il me reste toujours un film de Nolan à découvrir. La seule info que l'on a sur son synopsis, c'est cette phrase. Un homme qui aime voler les gens se fait poursuivre dans les bois par les personnes qu'il essaie de voler. Un scénario qui ressemble beaucoup à ce que l'on retrouvera dans Following en 98. Si vous n'avez pas vu ce film, déjà allez le voir, qu'est-ce que vous foutez ici ? C'est une réalisation parfaite et le meilleur exemple que c'est possible de réaliser un excellent film sans budget. Comme l'a expliqué Nolan en interview, il ne s'adapte pas en fonction du budget, c'est l'histoire qu'il fait qui correspond à tel ou tel type de budget. Following c'est seulement 6 000 $ et quand on regarde le film ça en est presque choquant. Certes niveau technique, le son et la qualité des images ça se voit, mais le reste... Il y a des courts-métrages à gros budget sur YouTube qui n'effleurent même pas la qualité de ce film. Sachant que le tournage s'est étalé sur plus d'1 an à raison de 15 minutes de film chaque samedi, car la plupart des acteurs et des membres de l'équipe technique avaient un emploi la semaine. Le pitch est simple, mais l'histoire ne l'est pas pour autant. Une personne qui aime observer les gens, le suiveur, chaque jour il sélectionne aléatoirement quelqu'un dans la rue et l'observe, s'informe sur sa vie, ses habitudes, ses fréquentations.
Puis le lendemain, il recommence sur quelqu'un d'autre, avec comme règle de ne jamais suivre 2 fois la même personne. Et surtout de ne pas choisir, ça doit être constamment aléatoire. Un jour, il va suivre un cambrioleur, et va devenir ami avec cette personne, et participer à ses cambriolages. Et hop, j'en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas vu. Oppenheimer est actuellement au cinéma au moment où j'écris cette vidéo. Je ne l'ai pas encore vu, mais je l'aurai vu quand elle sortira. Je mettrai mon avis sûrement en commentaire, et j'espère qu'il remontera la barre après Tenet que je n'avais pas du tout apprécié. Ce que j'aime dans ces films, c'est sa capacité à jouer sur la complexité de son concept et son scénario, et à la fois amener une histoire émotionnelle, une relation d'amour triste entre ses personnages. Ce qu'a parfaitement réussi Le Prestige avec Christian Bale et Rebecca Hall, Memento avec Stephen Tobolski et Harriet Salmon Harris, putain cette scène m'a fait des frissons, et surtout Interstellar avec la performance incroyable de Matthew McConaughey. Bref, je vais pas tous les citer, mais tous ont leur lot d'histoires relationnelles importantes qui permettent aux spectateurs de sortir de cette boucle de complexité du scénario et éprouver des émotions face à ce que l'on voit. Chose que je n'ai pas retrouvée dans Tenet et aussi dans Dunkerque. Bon, moi en attendant, je fonce me faire Barbenheimer et je vous dis à la semaine prochaine.